Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement aussi. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue, c'est très important pour moi. Merci à tous pour tout cela. Donc là, bien entendu, on va parler du discours hallucinant de Donald Trump à l'ONU, qui a été émaillé de quelques surprises, dont une panne d'escalator avec lui-même et Melania, sa femme, et un problème de téléprompteur. Alors évidemment, il n'était pas content. En tous les cas, son discours de 56 minutes a été édifiant, très intéressant, mais encore une fois, je le répète, hallucinant. Alors bon, il a parlé du réchauffement climatique, où il disait que c'était une énorme arnaque, l'arnaque du siècle même. Alors, il a parlé aussi de l'immigration, où là, il était vraiment pas content. Il a même accusé l'ONU d'aider à l'immigration, particulièrement aux États-Unis. Donc là, il était encore une fois vraiment pas content. Et évidemment, on va parler de l'Ukraine. Et oui, alors, l'Ukraine, ça, c'est un gros morceau, parce que quand j'ai vu son allocution et qu'il a parlé de l'Ukraine, bah, j'ai souri largement parce que là, pour le coup, contrairement au reste de son discours où il était très honnête, très franc, avec le réchauffement climatique, l'immigration, etc., etc. Concernant l'Ukraine, j'ai noté un énorme sarcasme. Tout était un énorme sarcasme, selon mon analyse. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que quand on écoutait Donald Trump, on pourrait croire que ça y est, il avait choisi son camp après un énième 180 degrés et que là, il était à fond avec l'Ukraine. Il a dit oui, voilà, bon bah la Russie, elle avance pas, la Russie est un tigre de papier, la Russie a d'énormes problèmes économiques. Bon, la Russie, en gros, est une nation militaire vraiment faible. Regardez, ils ont voulu conquérir toute l'Ukraine et au final, voilà, après 3 ans et demi, ils n'arrivent toujours pas à avancer de manière majeure, bien entendu. Vraiment, c'est un signe d'une grande faiblesse et toute grande nation militaire aurait pu envahir l'Ukraine en une semaine. C'est Dixit Donald Trump. Et regardez la Russie, après 3 ans et demi, ben, ils ont des résultats complètement misérables. Alors on entendait là-dedans la traduction, vraiment honte à eux. Vladimir Poutine, j'attendais vraiment beaucoup plus de lui. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine m'a énormément déçu, etc., etc. Alors, bon, euh, ce qui m'a vraiment permis de penser que c'était définitivement du sarcasme, c'est à la fin où il a balancé, bon, l'Ukraine, après tout, est un État fort avec des gens courageux, ils vont gagner la guerre et même ils pourront même aller au-delà des frontières de l'Ukraine, sous-entendu peut-être même jusqu'à Moscou, on ne le sait pas. En tous les cas, voilà, étant donné la faiblesse de la Russie, il y a de très fortes chances que l'Ukraine puisse s'en sortir toute seule, tranquillement. Alors, moi, continuerai à donner des armes de l'OTAN et l'OTAN en fera ce qu'il voudra de ces armes. Alors évidemment, Zelensky, entendant ça, bah, c'était du miel à ses oreilles, il était absolument surpris, et le monde entier était surpris d'une telle déclaration envers la Russie et des capacités absolument insoupçonnées de l'Ukraine. Alors bon, alors pourquoi je dis du sarcasme, un énorme sarcasme? Bah, faut connaître le contexte. Alors, peu de temps auparavant, il a eu un rapport, d'après ce que j'ai compris, du général Kellogg's qui lui a dit que bon bah la Russie était dans grave difficultés économiques, que la Russie vraiment avait du mal sur le terrain, que bon la Russie devait perdre la guerre si ça continuait comme ça, parce que vraiment elle s'affaiblissait
à vue d'œil, et alors que l'Ukraine, elle ne cesse d'être renforcée grâce aux armes de l'Union européenne, des armes des États-Unis, mais principalement de l'Union européenne, et que vu l'affaiblissement de la Russie et que le fait que l'Ukraine tienne toujours bon, c'était un signe absolument immanquable que l'Ukraine, avec encore un peu de temps, fallait lui laisser encore quelques mois, et elle pourrait reprendre le dessus et éventuellement bouter hors des frontières ukrainiennes le méchant russe, évidemment. Et tout était possible, hein, même reprendre la Crimée. Voilà. Apparemment, c'est ce que Donald Trump a entendu. Et il l'a entendu aussi de la bouche de Starmer, Merz et Macron. Hein, comme quoi, bon, en réalité, la Russie était extrêmement affaiblie. Certes, les sanctions ont mis beaucoup de temps, beaucoup plus de temps qu'on ne le pensait pour que cela fonctionne pleinement. Mais ça y est, on voit le bout du tunnel. Et on te le jure à toi, Donald Trump, ça y est, c'est vraiment la fin pour la Russie. Et il aurait pu encore pousser plus loin le sarcasme, puisqu'il avait vu auparavant Zelensky à la Maison-Blanche qui lui présentait des cartes, comme quoi la Russie en réalité piétinait, avait du mal à avancer, que militairement ça se passait très mal pour la Russie, que l'Ukraine, avec l'aide très forte de l'Union européenne, mais aussi des États-Unis quand même, ne pas oublier, eh bien, bah, ils étaient en train de se renforcer et ils seraient capables de contrer la Russie. Donc Zelensky lui a tenu ce discours à la Maison-Blanche. On a le fameux rapport de Kellogg qui dit que bon bah ça y est, les sanctions commencent à faire effet, la Russie est en train d'imploser économiquement. La Russie va perdre la guerre, hein, bien entendu, avec la puissance de l'Union européenne derrière, l'afflux d'armes, le fait que les Ukrainiens se débrouillent en réalité très bien. Et oui, il ne faut pas oublier que Keith Kellogg, lui, il se fie au rapport du gouvernement ukrainien. Vous voyez à quel point Trump peut être bien conseillé avec Kellogg, hein. Heureusement qu'il y a Pete Hegseth, le chef du Pentagone, qui donne quand même d'autres rapports beaucoup plus réalistes. Mais bon, bref, Trump en réalité connaît très bien la réalité du terrain pour l'Ukraine, tout du moins. Et donc voilà, il aurait pu pousser le bouchon loin comme ça en disant, bah écoutez, vu tout ce qu'on me dit, vu ce que me dit Starmer, Macron, Merz, Kellogg et Zelensky, bah, les États-Unis n'ont pas besoin de donner des garanties de sécurité à l'Ukraine, puisque l'Ukraine va gagner la guerre d'après ce que vous me dites, et que l'Ukraine, bah, certainement, va reprendre tous ses territoires, et même aller au-delà de ces territoires, qui sait. Donc, vous voyez, donc les États-Unis pourraient très bien dire, dans le sarcasme, bien entendu, toujours, bah, vous n'avez pas besoin des États-Unis, je peux donc me retirer, vu que vos plans se déroulent si bien à vous de l'Union européenne. Voilà. Alors, quand vous savez tout cela, vous comprenez mieux le discours de Donald Trump, sachant que le point le plus important, c'était le rapport du général Kellogg. En tous les cas, moi, mon analyse, c'est que là, c'est un abandon encore plus officiel, parce que là, c'est devant le monde entier, par rapport au premier abandon dont je vous avais fait une vidéo la semaine dernière, où il avait fait un énorme message sur Truth Social qu'on avait décortiqué ensemble et qui montrait très clairement un abandon de l'Ukraine. Donc, pour moi, c'est un énième abandon de l'Ukraine, sauf que là, déguisé en sarcasme, et quand dans son final, il a lancé, oui, l'Ukraine pourrait très certainement virer la Russie de tout son territoire, de reprendre absolument l'entièreté de son territoire, y compris l'Ukraine, et même aller au-delà. Bon, évidemment, là, fallait comprendre que Donald Trump se moquait de certains rapports qu'on lui donnait, se moquait de Macron, de Merz, de Starmer, et surtout, se moquait de Zelensky.
homme qu'il déteste complètement et qui, on pourrait même dire qu'il le déteste autant que Macron. C'est pour vous dire. Donc, moi, j'y ai vu une moquerie à l'international et c'est tout. Pour le reste de son discours complètement aussi hallucinant, bon, là, il était très sincère. Il disait ce qu'il pensait. Hein. Euh, Concernant l'Ukraine, là, j'y ai vraiment vu une moquerie à l'international vis-à-vis de l'Ukraine. Et pour moi, le dernier clou du cercueil enfoncé dans le projet Ukraine, tellement c'était gros, c'était vraiment terrible à entendre en réalité. Et je pense que beaucoup l'ont compris à l'ONU, mais nul n'a osé évidemment reprendre Trump là-dessus. Tous les grands médias ont repris évidemment comme cela leur allait, c'est-à-dire comme un revirement inattendu et extrêmement positif de Donald Trump concernant l'Ukraine. Évidemment, ça va de soi que les grands médias se sont jetés dessus comme des vautours et se sont délectés de la partie Ukraine. Pas du reste, hein, ou bien sûr que non. Hein, ils ont encore plus détesté Donald Trump sur le reste de son discours. Par contre, ce fut pour les grands médias une très agréable surprise concernant la partie ukrainienne et je pense qu'ils font semblant de ne pas comprendre. Alors il y a quand même certains grands médias à l'international, anglophones, qui ont quand même relevé l'abandon de l'Ukraine, hein, qui ont compris les propos de Donald Trump. J'étais pas le seul à l'avoir compris, hein, dont le Daily Mirror, mais bien d'autres grands journaux, je les ai plus en tête. Mais le New York Times qui l'a compris. Bon, bref, bien entendu que c'était du sarcasme, bien entendu que c'était un autre signe qu'il abandonnait l'Ukraine. N'oublions pas son premier message, énorme message, je ne vais pas vous le relire ici, qui était très clair. C'est moi, je vous laisse avec le projet Ukraine, vous vous débrouillez, mais attention, bon, ok, si vous arrêtez d'acheter du pétrole russe et que vous faites une énorme sanction douanière contre la Chine, là, d'accord, là, je vous aiderai contre la Russie. Voilà, ça c'était son premier message de la semaine dernière. Donc là, attention, dans son allocution à l'ONU, évidemment, il a été complètement nébuleux. Évidemment, il a émaillé son discours de quelques petites phrases édifiantes qui disaient tout. Hein. Je vous ai dit le coup là de l'Ukraine. Oh oui, bon, voilà, l'Ukraine pour aller au-delà même de ses frontières et prendre des bouts de la Russie, sans oublier le fait que Trump ait bien insisté sur le fait que l'Union européenne devait être très embarrassée, car l'Europe continue à acheter du gaz et du pétrole russe, ce qui enrichit Vladimir Poutine et lui permet de continuer sa guerre. Et oui, il a vraiment dit ça. Bon, il a même ajouté que, bon, en plus, l'immigration tuait complètement l'Union européenne et que les pays d'Europe allaient vers l'enfer. Voilà, je cite. Hein. Mais n'oublions pas sa phrase finale qui était, bon, je continuerai à donner des armes à l'OTAN et l'OTAN fera ce qu'il voudra. Voilà. Alors quand vous entendez ça, évidemment vous comprenez tout. Donc bon, et puis il a dit cette phrase-là d'ailleurs en plus déjà sur Truth Social dans son propre média. Donc bref, tout ça est du réchauffé, j'ai envie de vous dire. Il suffit de connaître Donald Trump et vous avez tout compris. Il a fait du vrai Donald Trump. Voilà, c'était pas un discours, mais c'était un spectacle hein, pour le monde entier. En gros, pour résumer tout cela vis-à-vis des médias, les grands médias occidentaux ont tous été d'accord pour dire que, hors la partie Ukraine, c'était délirant, et concernant la partie Ukraine, c'était un superbe signe, c'était très bon.
Bon, alors évidemment, on va regarder ça en article, hein, comme d'habitude, hein, après mon introduction. Mais autre grand titre, hein, nous avons évidemment le coup des drones russes. Alors on a eu un drone russe en Roumanie, alors là on a hurlé, ah, une escalade de la Russie, on a eu les drones en Pologne, ah, escalade de la Russie, agression de la Russie, il faut faire l'article 4, hein, parce que là ça devient très inquiétant. Là on a des drones au Danemark, on a des drones en Norvège. Que vont-ils faire ces drones là-bas? On ne le sait pas. Et évidemment, toute l'Union européenne hurle à l'escalade et cela montre donc l'agressivité de la Russie. Cela montre donc que la Russie a des plans pour envahir l'Union européenne, quoi, l'Europe, et peut-être même jusqu'en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Et oui, d'après Macron, Starmer et Merz, dans un beau concert d'indignation, et évidemment, ça c'était côté drone. Et cerise sur le gâteau, on a 3 MiG-31 qui auraient survolé un minuscule bout du territoire estonien à cause d'une petite île où il n'y a personne. Mais bon, bref, donc ils auraient survolé une partie des eaux estoniennes à cause de cette île, hein, bien entendu, pas l'Estonie elle-même. Et en fait, c'était des MiG-31 qui se dirigeaient vers Kaliningrad, tout simplement. Alors, bien entendu, comme d'habitude, comme avec la Roumanie, comme avec la Pologne, comme avec le Danemark, comme avec l'Estonie, comme avec la Norvège, dans tous ces cas-là, il n'y a pas l'ombre d'une preuve comme quoi c'est russe, que c'est envoyé par les Russes, etc. Alors, pour la Pologne, on sait que ce sont des drones russes, Gerbera même, certains, bon, des drones recollés avec du scotch, mais c'est pas grave, ils sont russes. Et aucune preuve comme quoi les Russes ont lancé ces drones-là aussi bien en Roumanie, en Pologne, au Danemark ou en Norvège. Il n'y a absolument aucune preuve, mais ils soupçonnent que c'est la Russie. Et comme ils soupçonnent que c'est la Russie, ah bah c'est la Russie. C'est comme les Nord Stream. Alors, presque tout le temps, je vous répète les mêmes histoires. Les Nord Stream, bah, c'était les Russes. Bon, il a fallu quand même une enquête officielle de la Suède pour innocenter la Russie. Ensuite, on a eu les câbles Internet coupés au fond de la mer. En mer Baltique, c'était les Russes. Ah bah non, au final, c'était pas les Russes, d'après une enquête américaine et de l'Europe. Eh oui, excusez du peu. Mais ça reste quand même les Russes, c'est comme les punaises de lit, c'est les Russes, toutes les cyberattaques, c'est les Russes. Bon, alors pour le coup des cyberattaques, on ne se pose pas la question que ça pourrait être effectivement des Russes, mais des particuliers russes, des pirates russes qui font ça par patriotisme, parce qu'ils détestent l'Union européenne, parce qu'il suffit pas de dire, si l'on parle des cyberattaques, que cela vient de Russie, ça ne suffit pas. Faut prouver que c'est une décision du gouvernement russe. Ah bah oui, ça ne suffit pas. Alors, bon, bref, revenons à nos moutons concernant les drones, les MiG-31. Donc, les MiG-31, l'Estonie dit que c'était dans des eaux estoniennes. L'Estonie n'a fourni aucune preuve à l'international. Pourquoi la Roumanie? Pourquoi la Pologne? Pourquoi l'Estonie? Pourquoi la Norvège? Pourquoi le Danemark accusent les Russes et ne fournissent aucune preuve? Il n'y a absolument aucune preuve. Alors je rappelle les lois internationales qui marchent exactement comme les lois nationales. Accuser à l'international un pays d'actes terroristes ou d'actes majeurs graves, peu importe lesquels à vrai dire, eh bien si on accuse un pays, bah, ça marche comme les lois nationales disais-je, c'est-à-dire que si vous accusez sans preuve, eh bien c'est de la diffamation ou de la calomnie comme vous voudrez. Eh oui, vous accusez quelqu'un sans la moindre preuve, comme ça, et qu'il faut vous croire sur parole,
eh bien, très officiellement, c'est de la diffamation. Eh bien, ça marche pareil au niveau international. Sauf qu'au niveau international, c'est encore beaucoup plus grave. Il faut des preuves parce que accuser comme ça en l'air, eh bien, il y a encore quelque temps, bah, ça pouvait amener à des décisions graves. Rejeter des diplomates, une escalade qui peut aller on ne sait où. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous vous doutez bien que là, dans le cas présent, dans le contexte présent, on se doute bien que s'il n'y a jamais eu aucune preuve, comme à l'image des Nord Stream, comme à l'image des chalutiers russes qui couperaient les câbles Internet, il n'y a jamais eu aucune preuve, absolument zéro. Et pour toutes les calomnies qu'on a fait auprès de la Russie, incluant les punaises de lit, eh bien c'est extrêmement grave. Car quand des États commencent à accuser un autre État sans la moindre preuve, sans même des faisceaux d'indices probants, et en plus sans mobile, pourquoi les Russes feraient ça? Pourquoi les Russes détruiraient leur propre Nord Stream? Pourquoi les Russes détruiraient les câbles Internet? Alors vous allez me dire, ah bah oui, bah pour gêner l'Occident. Bah oui, mais certes, mais et après quoi? Ça fera quoi? À part détruire leur réputation, ça ferait quoi? C'est ridicule. Au risque en plus de se faire prendre la main dans le sac, ce qui serait terrible pour la Russie. Donc, à quoi ça servirait aux Russes d'envoyer des drones sur un aéroport à Copenhague, à Oslo? À quoi ça servirait? Pourquoi les Russes feraient-ils ça? C'est quoi le mobile? Hein, dans toute bonne enquête, bah, faut les preuves et le mobile. Bah là, on ne sait pas. C'est bah les Russes sont agressifs, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme l'invasion de la Russie en Ukraine. Officiellement, c'est Vladimir Poutine, il s'est levé un matin et il s'est dit, tiens, je vais envahir l'Ukraine. On oublie 2014, le coup d'État américain, on oublie les 10 ans de bombardement du Donbass par Kiev qui ont fait des milliers de morts, bombardement avec des bombes, l'artillerie sur des civils. Sur des civils. On oublie de dire que Porochenko interdisait la langue russe, ça a été sous continuité avec Zelensky, bien entendu, persécution des russophones de l'Est de l'Ukraine, sans qu'on s'en cache. On oublie que ça a commencé en 2014. Ça vous rappelle pas Israël et la Palestine? Ou pour les grands médias, bah, l'histoire d'Israël et de la Palestine a commencé le 7 octobre. Voilà, ça a commencé le 7 octobre 2023. Mais ça n'a pas commencé en 1948. Non, non, ça a commencé le 7 octobre 2023. Voilà. Bah là, c'est pareil. Il faut surtout oublier l'histoire. Surtout, oublions l'histoire. Surtout, oublions les mensonges des armes de destruction massive de Saddam Hussein. N'oublions pas les fameux charniers dont on a mis sur le dos de la Serbie, qui en fait étaient faux. Et les fameux 6000 Libyens massacrés par le gouvernement libyen, par Kadhafi. Voilà, que c'était faux, etc., etc. Le gazage de sa propre population de Bachar al-Assad. Que des mensonges tout le temps, tout le temps, tout le temps, on oublie et on en reste là. Voilà. Donc bah là, c'est toujours la même recette depuis 1945, hein, diaboliser, diaboliser, sauf que là, c'est extrêmement inquiétant. Parce que là, on voit très bien qu'il y a une escalade artificielle qui est en train d'être faite, hein, exactement comme avec Ceausescu, Milosevic, Saddam Hussein, Kadhafi, Bachar el-Assad. C'est toujours, toujours les mêmes grosses ficelles. Toujours. Et ça marche, bien entendu, ça marche parce qu'il y a les médias derrière. Voilà pourquoi ça marche. Mais c'est toujours la même chose. Donc là, on est en train de faire une escalade, de diaboliser la Russie, hein, de persécuter les Russes dans l'Union européenne, parce que évidemment, il faut bien faire ça hein, pour faire bonne mesure. Et pourquoi à la fin? Bah éventuellement, c'est ce qu'espère l'Union européenne,
que Vladimir Poutine en est vraiment, vraiment marre de toutes ces agressions terribles, et en plus grotesques, parce que même pas subtiles, hein, c'est tellement énorme que ça en devient vraiment gênant, embarrassant même, à la face du monde, hein, en particulier de l'Inde, de la Chine et même des pays arabes. Je vous compte même pas Lula au Brésil et les pays africains qui, évidemment, quand on lit les journaux nationaux du Brésil, des grands pays d'Afrique, d'Asie, etc., bah, bien sûr, on voit clair dans le jeu de l'Union européenne. Cela dit, c'est extrêmement grave. Car au bout d'un moment, bah, forcément, ça fait comme dans le Donbass. À force de bombarder le Donbass pendant moult et moult années, d'ignorer tous les droits internationaux et de persécuter les peuples, eh bien, au bout d'un moment, la Russie sera obligée d'agir. Peut-être tout d'abord en bombardant une base de l'OTAN en Pologne, ou je ne sais où, ou en Roumanie, et hop, ça partirait comme ça. Vous voyez? Parce qu'au bout d'un moment, à force de tirer sur la corde, eh bien la corde, elle finit par casser. Là, à force de taper avec un bâton le museau de l'ours, eh bien l'ours enragé finira par donner un coup de patte. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein, pour rester dans les allusions de l'ours, la Russie et du tigre de papier d'après Trump. Donc on monte, on monte, on monte la mayonnaise, hein, exactement, je le répète parce que c'est extrêmement important, comme l'a fait à dessein l'Union européenne et les États-Unis avec l'Ukraine depuis 2014, pour pousser Vladimir Poutine à bout afin qu'il fasse une invasion qui était calculée, bien évidemment. C'était attendu, le fait que les États-Unis soient entre guillemets le seul pays qui était au courant de l'invasion future russe, c'est parce que évidemment tout était prévu à l'avance. C'était calculé, parce que Vladimir Poutine devait évidemment protéger la population russophone du Donbass. C'était évident, les États-Unis le savaient très très bien. Voilà, et les pays de l'Union européenne ont feint la surprise alors qu'ils participaient avec les États-Unis au renforcement de l'Ukraine et à la future guerre contre la Russie. Et d'ailleurs, ça a été avoué par Angela Merkel et une semaine après par François Hollande. C'est dommage, ça a été dit publiquement, admis publiquement. Bon, bref, c'est tellement grave et tellement important que je me permets d'insister. Toutes ces escalades basées toujours sur aucune preuve, mais uniquement de la calomnie, calomnie, calomnier, il en restera toujours quelque chose, hein, parce que c'est ce principe-là qui est utilisé surtout via l'Union européenne. C'est très très inquiétant parce que cela ne s'arrête pas. Et on sent que ça monte crescendo avec le temps. Donc je suis moi personnellement très inquiet et de toute cette montée en tension, car ils ne connaissent pas la marche arrière, ils n'arrêtent pas de surenchérir en faisant toute cette mascarade, et j'ai bien peur que cela finisse très mal. Bon, bref. J'arrête là pour mon introduction. Alors ne vous arrêtez pas là, comme d'habitude dans cette vidéo, il y aura moult et moult autres sujets extrêmement intéressants. On verra ça en article. Surtout ne manquez rien et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Allez, commençons. Alors voici le fameux message en français de Donald Trump sur Truth Social qui résume bien ce qu'il a dit concernant l'Ukraine à l'ONU. Et en lisant ce message, hein, que vous pouvez lire si vous le voulez en mettant sur pause, vous comprenez qu'il peut être compris de deux manières différentes. Soit avec le prisme des grands médias, des néocons et de l'Ukraine, c'est-à-dire de Zelensky, comme un soulagement de voir un 180 degrés de Donald Trump en donnant un espoir que les États-Unis, cette fois, aideraient concrètement l'Ukraine. Ou alors on peut regarder ça sur un autre prisme de lecture, c'est-à-dire celui que je vous ai donné lors de mon introduction, qui est mon humble opinion, c'est-à-dire que tout cela n'est qu'un texte très sarcastique dont il n'en pense pas un mot,
mais qu'il a quand même fait pour gagner du temps, pour passer comme quelqu'un qui a absolument tout fait pour essayer d'apporter la paix en Ukraine envers Vladimir Poutine, envers Zelensky, qu'il a réellement tout fait et que bah, maintenant tout tient encore une fois, hein, c'est le deuxième message qu'il tient de cette même teneur, c'est-à-dire où il met toute la responsabilité sur l'aide de l'Union européenne et de l'OTAN, militairement et financièrement, bah, pour aider l'Ukraine. Hein, parce que bien évidemment, à la fin, on a la fameuse phrase, nous continuerons de fournir des armes à l'OTAN pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Bonne chance à tous. Vous voyez? Donc c'est vraiment se moquer du monde à la fin, puisque c'est évidemment il n'y a aucune promesse, il n'y a rien de concret, c'est extrêmement vague et nébuleux, à dessein bien entendu, il n'est pas complètement idiot le Trump. Et donc voilà ce qui m'a amené à ma longue introduction pour dire qu'en réalité tout ça n'est que pour gagner du temps et pour montrer au monde entier qu'il a absolument fait tout son possible. Et comme Trump, bah, c'est Trump, hein, il en a rajouté, il a surenchéri dans le sarcasme en disant avec de la patience et l'aide de l'Union européenne et de l'OTAN, il est bien possible que l'Ukraine récupère tout son territoire et aille même au-delà de son territoire. Bon, ça c'est la touche personnelle de Donald Trump. C'est comme ça que je vois les choses tout du moins. Ici, on a une réponse très intéressante du Premier ministre polonais Donald Tusk concernant le message de Donald Trump, le fameux message qui dit que l'Ukraine pourrait reprendre tout son territoire et même aller au-delà, etc., etc. Là, concernant ce message de Trump, eh bien, Donald Tusk répond que le président Trump a déclaré que l'Ukraine pourrait, avec le soutien de l'Union européenne, regagner la totalité de ses territoires. Cet optimisme surprenant, cachant une promesse de réduction de l'implication américaine et un changement de responsabilité concernant la fin de la guerre à l'Europe. Donc Tusk a bien compris les choses, tout du moins c'est ce que je suppose. Donc Tusk a bien compris que le message de Donald Trump, c'était bah, concernant la fin de la guerre, eh bien toute la responsabilité était sur les épaules de l'Europe et non pas des États-Unis. Voilà. Et il finit en disant la vérité est mieux qu'une illusion. Donc là, c'est pour bien marquer qu'il avait bien lu entre les lignes concernant le message de Donald Trump vis-à-vis de l'Ukraine. Voilà. Donald Trump, depuis le début de son deuxième mandat, n'a fait que gagner du temps, voilà, en attendant tranquillement la fin de la guerre, tout en blâmant l'Europe pour tout ce qui s'est passé et bien évidemment les administrations avant la sienne, c'est-à-dire celle d'Obama et surtout de Joe Biden, puisque Trump a toujours eu cette ligne dont il n'a jamais changé, c'est-à-dire que c'est la faute des démocrates, ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui est bien sûr complètement faux, car il était un ardent participant contre la Russie lors de son premier mandat vis-à-vis de l'Ukraine. Et il se vantait que c'était lui qui avait le plus armé l'Ukraine. Donc bon, c'est l'hypocrisie habituelle de Donald Trump et le fait qu'il rejette toute responsabilité sur l'Europe n'est absolument pas surprenant venant de sa part. Alors maintenant, on va parler des drones qui menacent les territoires européens, des drones soi-disant russes qui nous espionneraient et donc un acte d'agression de la Russie. On va voir ici que c'est complètement ridicule et je vais vous le démontrer devant vos yeux ébahis, entre guillemets. Là, on a par exemple le New York Post qui nous dit que de mystérieux drones ont été repérés au-dessus des aéroports du Danemark. Alors évidemment, ça pose des problèmes de sécurité pour le Danemark, soi-disant. C'est qu'un exemple, hein, ils ont été repérés dans beaucoup de pays, hein, je ne vais même pas tous les citer, mais je vais vous montrer cet extrait afin que ça soit plus parlant pour vous. Vous voyez, là, d'après les grands médias, c'est un drone espion russe. Ah ouais, un drone espion russe.
Alors, vous voyez le ridicule de la chose, hein. On a un drone qui est censé espionner et qui a des lumières de repérage dans la nuit afin justement d'augmenter la sécurité pour le drone, afin que le drone soit mieux visible et donc qu'il ne soit pas percuté par quelque chose, hein. Donc c'est quand même vraiment risible tout cela. Imaginez-vous un drone qui a des lumières pour mieux être repéré. C'est ridicule concernant un drone qui est censé espionner et donc être très furtif et ne pas être remarqué. Là, c'est un drone espion qui fait tout pour être remarqué. Alors là, je viens de vous démontrer le grotesque de la chose, puisque ce qu'on vous montre à la télé, c'est quasiment tout le temps ça. C'est des drones avec des lumières de sécurité afin qu'ils soient mieux repérés dans la nuit. Vous imaginez les Russes espionner les territoires avec des drones comme ça, avec des lumières. Non mais c'est du plus haut ridicule, hein. Et en plus en rasemote, hein. Même pas en hauteur, mais carrément en rasemote. Et de nuit, hein, parce que bien entendu, les objets sont bien mieux visibles de nuit, hein. Bah oui, le drone, il lui manque plus qu'un grand flash pour prendre des photos plus visibles, hein. On ne fait pas d'espionnage de nuit pour repérer des objets. On le fait de jour et à haute altitude et de la manière la plus furtive possible. Donc moi, à mon avis, mais ça ne reste que mon avis, soit ce sont des drones officiels qui ont été envoyés pour pousser la propagande de la menace russe, soit ce sont des particuliers qui s'amusent à faire cela. Bon, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce ne sont pas des drones espions russes en aucun cas. Alors ici, Newsweek nous dit la Russie réagit à la violation de l'espace aérien de l'OTAN. Et là, on peut lire la Russie a nié les accusations de l'Estonie selon lesquelles les avions de chasse de Moscou auraient violé l'espace aérien de l'État balte. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou n'avait reçu aucune information crédible concernant les affirmations de l'Estonie, selon lesquelles des avions russes MiG-31 auraient pénétré sur le territoire de ce membre de l'OTAN vendredi. Une telle rhétorique ne sert qu'à accroître l'hostilité, a déclaré Peskov lundi, selon TASS. Alors, oui, c'est quand même très inquiétant. Encore une fois, on est toujours dans cette rhétorique guerrière vis-à-vis de la Russie. Alors il faut savoir que l'Estonie, exactement comme elle avait fait en arraisonnant le tanker Jaguar, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était il y a un moment dans les eaux baltes, l'Estonie avait arraisonné illégalement le tanker Jaguar russe, donc un tanker de pétrole, et toute la faute est retombée sur l'Estonie. Et qu'est-ce qu'on avait compris? Eh bien, on avait compris que l'Estonie avait considéré que sa zone exclusive économique, qui est l'équivalent des zones internationales, c'est-à-dire des eaux internationales, eh bien, en réalité, considérait que sa zone économique exclusive était en fait une zone de territoire estonien. Voilà, ce que serait le seul pays au monde à considérer cela comme ça, hein. Une zone d'exclusivité économique, eh bien c'est comme les eaux internationales. Voilà, c'est une zone internationale. Et donc l'Estonie, évidemment, en considérant que la zone exclusive économique, c'est comme son territoire, eh bien elle augmente considérablement la taille de son territoire. Ce qui fait que, n'importe quoi qui passe dessus, dit que c'est son territoire. Alors évidemment, c'est un énorme mensonge, hein. Alors voilà, l'Estonie augmente de manière arbitraire son territoire, ce qui fait que, si on prend la zone exclusive économique, eh bien, les Russes ne pourront plus passer sans qu'on les accuse de dire, regardez, ils ont violé le territoire estonien. C'est, je pense, le but de l'Estonie. Toujours dans l'escalade, là, on a Bloomberg qui nous dit les Européens disent en privé à la Russie qu'ils sont prêts à abattre des avions de chasse. Là, vous voyez un MiG-31.
Et là, on nous dit, au 25 septembre, des diplomates européens ont averti le Kremlin cette semaine que l'OTAN était prête à répondre à de nouvelles violations de son espace aérien avec toute la force, y compris en abattant des avions russes, selon des responsables au courant de l'échange. Bah oui, et puis ça fait écho à ce que disait Donald Trump à l'ONU, où il avait dit oui, oui, vous pouvez abattre des avions russes au-dessus de votre territoire si vous voulez, allez-y. Donc, bref, tout ça est très très inquiétant selon moi, car on ne sait pas quand va s'arrêter cette escalade. Ici, on a le chancelier Merz qui propose un prêt majeur à l'Ukraine en utilisant des avoirs russes gelés. Le plan prévoit 164 milliards de dollars, c'est-à-dire 140 milliards d'euros, pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine en attendant les réparations russes. Vous notez que taper dans les avoirs russes gelés, c'est une idée qui à chaque fois renaît de ses cendres, elle est enterrée puis elle revient à chaque fois, souvent à cause de Ursula von der Leyen. Eh bien, Merz, lui, va plus loin. Non seulement il veut ça, mais avec une somme complètement faramineuse. Alors évidemment, franchir ce Rubicon économique serait complètement suicidaire de la part de l'Union européenne. C'est pour ça que cela ne se fera jamais, tant c'est illégal. Et le fait qu'ils essayent par des moyens ultra complexes de rendre légal ce qui est illégal prouve que l'Union européenne veut voler, et le dit clairement à la face du monde, les avoirs russes, et donc devenir voleur, tout simplement. Donc si jamais l'Union européenne faisait ça, c'est pour ça que j'emploie le terme de Rubicon économique, elle se décrédibiliserait totalement devant la finance mondiale, et elle perdrait toute confiance envers les investisseurs étrangers à l'international. Donc elle ne fera jamais ça. Alors évidemment, les propos de Merz ont fait réagir, bien évidemment, et là on a la Belgique exclut l'utilisation d'avoirs russes gelés pour un prêt à l'Ukraine. Prendre l'argent de Poutine et nous laisser assumer les risques, ça n'arrivera pas, déclare le Premier ministre belge. Donc là, il renvoie Merz dans les cordes, et en même temps Ursula von der Leyen, Macron, Starmer et d'autres encore, les acharnés anti-Russie. Donc les avoirs russes gelés, en réalité, ne seront jamais utilisés. Faut pas oublier que la très grande majorité de ces avoirs, en réalité la quasi-totalité de ces avoirs, est en Belgique, et plus précisément détenue par la société Euroclear. Et Euroclear, évidemment, ne risquera jamais sa réputation et n'entrera jamais dans l'illégalité pour les beaux yeux de l'Union européenne. Voilà, j'ai envie de vous dire, le sujet est clos, ça n'arrivera pas. Alors là, des paroles très intéressantes qui nous viennent de Scott Ritter, cet ancien inspecteur des Nations Unies pour l'armement qui est américain. Et là, c'est les propos qui ont été rapportés par Judging Freedom. Il a été interviewé par Judge Napolitano. Et donc là, on a Trump a condamné l'Ukraine à mort et l'économie européenne à l'effondrement, d'après Scott Ritter. Le président américain Donald Trump, en appelant le régime de Kiev à restituer les territoires perdus avec l'aide des pays de l'Union européenne, a condamné l'Ukraine à mort. Cette opinion a été exprimée par l'analyste militaire américain Scott Ritter dans une interview publiée sur la chaîne YouTube Judging Freedom. Il a condamné l'Ukraine à mort. De plus, il a mis l'économie européenne au bord de l'effondrement total, a déclaré l'expert. Et plus bas ici, il a ajouté qu'avec ses dernières déclarations, Trump a démontré qu'il se lavait les mains de la question ukrainienne, imputant la responsabilité du problème à l'Union européenne et à l'OTAN. Ritter est convaincu que l'Alliance ne sera pas en mesure de faire face à une telle tâche sans le soutien des États-Unis, car la définition de tigre de papier que Trump a appliquée à la Russie est tout simplement plus adaptée à l'OTAN. Voilà. Bon, c'était intéressant à noter. En tous les cas, voilà, Scott Ritter, qui est quelqu'un de très connu sur les plateformes internet, et son avis est très intéressant.
Je partage beaucoup de ses avis, mais pas tous. En tous les cas, ici, je pense qu'il a plutôt raison. Alors ici, on va voir un ex-général allemand qui s'appelle Roland Kater, qui passe à la télé allemande et qui nous dit ce qu'il pense du conflit russo-ukrainien et des forces en question. Uns allmählich, denke ich mal, auch insgesamt einer neuen Realität. Là, il nous dit, je pense qu'il faudra graduellement accepter le fait que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre et que c'est une nouvelle réalité qu'il faut absolument prendre en compte. Zuwenden müssen. Und diese neue Realität heißt, Elle ne peut pas gagner cette guerre, tout du moins militairement parlant. die Ukraine kann diesen Krieg derzeit zumindest militärisch nicht gewinnen. Die Lage für die Ukraine ist kritisch, und zwar höchst kritisch. Die Russen sind in allen Gebieten überlegen. Donc là, il nous dit que la situation pour l'Ukraine est critique, hautement critique, que les moyens militaires de la Russie sont supérieurs dans tous les domaines, que cela soit pour la guerre de l'air, avec leurs nouveaux drones qui sont en plus produits en masse. Neu entwickelten eigenen Drohnen, die sie in Massenproduktion einsetzen. Das sind aus dem Iran ehemalige Shahed-Drohnen, die sie kopiert haben, weiterentwickelt haben, die heute einen ganz neuen... Et surtout concernant les drones entre guillemets Shahed, qu'ils ont copié des drones iraniens, qu'ils ont développés pour eux de manière beaucoup plus sophistiquée. Et aujourd'hui, donc grâce à cette nouvelle technicité des nouveaux drones russes, alors entre guillemets les Géranium 2 hein, pour être plus clair, et qu'ils peuvent produire en masse, bah, ça change la donne. Technische Standard haben und den sie, wie Nico Lange sagte, in Massen einsetzen werden. Und im Augenblick zumindest haben die Ukraine kaum eine Gegenwehr am Boden. Et en plus, en ce moment même, les Ukrainiens offrent une faible résistance contre la Russie. Et que cela est de pire en pire. Die Russen über 100.000 Soldatinnen und Soldaten im Raum Pokrovsk zusammengezogen. Ich rechne ab. Donc là, il dit qu'il y a environ 100 000 soldats russes autour de Pakrovsk. Et je pense qu'il y aura une offensive majeure donc, en novembre, c'est-à-dire avant la saison des pluies. Et je traduis donc avant la Rasputitsa. Bon, entre nous, la Rasputitsa, elle a déjà commencé en Ukraine. Donc là, je pense que le général, il s'est un peu avancé. Mais ce qu'il dit est quand même intéressant. Voilà, bon, bref. Donc c'est pour vous montrer que, bon, il y en a qui peuvent parler. Lui, il est à la retraite. Donc il peut dire la vérité à la télévision allemande. Ce n'est pas un problème. Et c'est même une bonne chose que l'on entende ça dans un grand média. Alors ici, un graphique très intéressant qui nous montre les échanges de corps entre la Russie et l'Ukraine. Et donc là, d'après ce graphique en anglais, on voit qu'entre 2023 et 2025, les Russes ont donné à l'Ukraine 16 850 corps ukrainiens et les Ukrainiens ont donné 1548 corps russes à la Russie. Alors ici, sur ce graphique, si vous voulez le voir dans le détail, eh bien en rouge, ce sont les corps russes, le nombre de corps russes, et là, en bleu, le nombre de corps ukrainiens, avec les totaux ici. Voilà, donc c'était intéressant à noter. Alors dans la même veine, on a un article ici de Mediazona qui nous montre les derniers chiffres du nombre de soldats russes morts. Et d'après eux, au 12 septembre, il y a eu depuis le début de la guerre 130 150 morts. C'est ce qu'ils ont compté. En réalité, il y en a un peu plus, bien évidemment, tous ceux qu'ils ont pu rater. Hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Mais ce qui est plus important à noter, c'est pas vraiment ça. C'est la tendance. Et c'est comme d'habitude, à chaque fois que je vous montre des graphiques de Mediazona, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que la tendance des soldats russes morts au combat ne cesse de baisser.
Je vous rappelle que ce graphique va jusqu'au 12 septembre, hein, et donc le mois d'août est plein, il est compté plein. Et donc là, vous voyez que le nombre de soldats russes morts au combat ne cesse de diminuer, comme on peut le voir, avec un minimum au mois d'août, sans surprise. Encore une fois, c'est un mois d'août plein. Je vous rappelle que c'est les chiffres arrêtés au 12 septembre. Donc la tendance est là, et la tendance est parfaitement logique par rapport à tout ce que je vous dis depuis toujours. Voilà, donc c'est tout à fait logique. Et ça correspond parfaitement à ce que dit Roland Cater, cet ex-général allemand, puisque exactement d'ailleurs comme moi je vous le dis depuis très longtemps déjà, les Russes ont un avantage militaire dans tous les domaines. Nombre d'hommes, nombre de drones, qualité des drones, l'aviation, l'artillerie, les missiles, etc. C'est bien normal que les Russes aient beaucoup moins de morts que les Ukrainiens, d'autant plus que les Russes depuis très longtemps maintenant, depuis le général Sourovikine, eh bien les Russes font une guerre d'attrition. Comme je vous l'explique sur les cartes militaires de l'Ukraine du lundi, eh bien ils font une attrition totale. C'est-à-dire qu'au lieu de charger de front, comme ça, en perdant beaucoup de matériel et d'hommes, eh bien, ils assiègent des villes ou des villages, ils les assiègent, ils les prennent en tenaille et ils coupent toute source d'approvisionnement pour réduire à un état de faiblesse totale les troupes encerclées. Et donc, ils préfèrent jouer l'usure, car, comme je vous le dis régulièrement, ça permet d'épargner les hommes et le matériel, et ça fonctionne très très bien côté russe depuis maintenant très longtemps. Et enfin, le dernier article, et ça concerne l'Ukraine, qui a très bien joué, puisque l'Ukraine a endommagé plusieurs lanceurs d'Iskander-M. Et on a même la photo, donc là ce sont des lanceurs d'Iskander-M, là j'en vois au moins 3, éventuellement peut-être un quatrième là-bas. Donc comme vous pouvez voir, ils ont été endommagés, alors pas détruits, hein, mais endommagés par des drones. Pour les détruire, vu que ce sont des engins qui sont quand même blindés, il aurait fallu des missiles. Donc les drones les ont quand même endommagés. Alors ont-ils endommagé aussi les missiles à l'intérieur, qui sont quand même protégés par des parois blindées? Je ne le pense pas, mais c'est quand même bien joué, parce que là il faudra un bon moment avant de réparer ces lanceurs d'Iskander-M. Donc là, ça faisait longtemps que les Ukrainiens n'avaient pas fait un bon coup militaire comme ça. Donc c'est assez bien joué. Donc là, on rappelle que le dernier gros coup, c'était la destruction de plusieurs Tu-95, hein, c'est-à-dire des bombardiers lourds russes, ainsi que des Tu-22M3, donc des bombardiers stratégiques russes. Hein, c'est des bombardiers importants pour les Russes, non pas les plus importants c'est les Tu-160, mais malgré tout c'est des bombardiers importants pour les Russes qui avaient été eux vraiment détruits. Donc là, le fait d'endommager des lanceurs Iskander-M qui sont un véritable fléau pour l'Ukraine, eh bien c'est bien joué. Par contre, connaissant les Russes, à mon avis, ils vont être remis sur pied en quelques semaines, je le suppose tout du moins. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce dernier article. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue, c'est très important pour moi. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.